Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. J'espère que ce début d'année 2026 se passe très bien pour vous. En tout cas, de mon côté ça va, je travaille sur les vidéos, je travaille également sur la BD. D'ailleurs, on a fini la page de couverture il y a quelques jours seulement et c'est juste incroyable. D'ici quelques semaines, je pourrai vous communiquer dessus, je pourrai commencer à faire un petit peu la promotion et surtout vous expliquer l'univers de l'histoire. Je vous rappelle, c'est une histoire d'horreur que moi-même j'ai inventée. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui ai fait les dessins, sinon ça aurait été juste une catastrophe. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter tout ça. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est ce qui m'aide le plus à me développer. Et je remarque que ça vaut la peine de le demander en vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais Melvin, j'ai regardé tes vidéos depuis un an sans être abonné et je m'en étais même pas rendu compte. Donc si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous louperez aucune vidéo et moi, de mon côté, ça m'aide énormément. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui vont rejoindre la chaîne. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Mélanie. Mélanie a 25 ans et au moment où son histoire se passe, elle est en vacances avec son copain pendant une semaine, histoire de souffler. Leur but, il est simple, c'est profiter, se retrouver loin du travail et de la vie quotidienne et en gros, passer de très bons moments. L'hôtel dans lequel ils séjournent, il est très sympa, il n'est pas non plus luxueux mais assez agréable. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des activités, une piscine, un bar, c'est très important selon eux. Et justement, vers cette piscine, c'est un peu là où tout le monde finit par se croiser parce que les gens dans l'hôtel passent la journée au même endroit. Et il y a un truc que Mélanie nous raconte qui est sympa, c'est qu'en fait, les gens de l'hôtel, ils discutent assez facilement entre eux. Et ce, même s'ils ne se connaissent pas du tout, et ça, ça rend les vacances encore plus cool. D'ailleurs, elle nous fait la confidence que c'est au bord de cette piscine qu'ils rencontrent des nouveaux amis. Et ces nouveaux amis, c'est un couple. Au début, c'est assez banal, ils se font simplement quelques petits sourires. Puis, une discussion s'installe entre eux sans même forcer et le courant, il passe immédiatement. Mélanie nous raconte que c'est le genre de rencontre où tu n'as pas vraiment l'impression de faire des efforts parce que tout est fluide et surtout naturel, comme si on connaissait les gens déjà depuis très longtemps. Ils rigolent des mêmes choses, ils se taquinent, ils se racontent leur vie sans entrer dans des détails. Et Mélanie, elle nous explique qu'avoir une connexion aussi simple que celle-ci, c'est devenu très rare aujourd'hui. Durant les jours suivants, ils passent de plus en plus de temps ensemble, tous les quatre. Ils se retrouvent à la piscine pendant la journée, le matin, ils déjeunent parfois ensemble, le soir, ils sortent boire des verres à quatre, et leur conversation, elle porte sur différents sujets, et surtout, elle dure pendant des heures. Mélanie, par rapport à cette rencontre, elle se pose aucune question, elle est simplement contente d'avoir rencontré des gens très sympas, et elle est encore plus heureuse de pouvoir partager ces moments avec son propre copain. La semaine de vacances passe vite, et autant vous dire qu'elle passe beaucoup trop vite, et forcément, il y a ce sentiment un petit peu amer que ça se termine déjà. Donc, ce qu'ils font, c'est que lors de leur dernier contact, ils se disent, on doit absolument rester en contact. Ils échangent leurs réseaux sociaux, leur numéro de téléphone et ils se promettent de se revoir très bientôt. Mélanie, à ce moment-là, il y a un truc qui lui traverse l'esprit, c'est qu'elle se dit, on a déjà rencontré des gens en vacances, on s'est déjà dit, ouais t'inquiète, on reste en contact, et finalement ça ne s'est jamais produit. Donc elle sait un petit peu que ces promesses, généralement ça ne mène à rien. Parce que souvent, chacun reprend sa vie après les vacances, c'était un petit rêve sur quelques semaines, mais très vite la réalité nous rattrape et on a nos obligations, notre travail, etc. Sauf que cette fois-ci, elle y croit un petit peu plus parce que le courant, il est super bien passé et elle a vraiment l'impression que ce lien ne va pas disparaître aussi facilement. Le retour à la maison et plus généralement le retour à la réalité, il est assez étrange parce que Mélanie et son copain, ils ressentent une sorte de vide sans les deux personnes. Mais bon, ma foi, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un travail, ils ont des choses à faire. Donc leur quotidien reprend gentiment et Mélanie, en parallèle, elle continue d'échanger des messages avec l'autre couple. Ils s'envoient des photos, ils se rappellent des moments, ils rigolent par message. Et quelques semaines passent comme ça sans que l'enthousiasme ne retombe. Puis, un jour, une invitation arrive. En fait, c'est l'autre couple qui leur propose de venir passer un week-end chez eux, histoire de prolonger un petit peu les vacances. Et autant vous dire que Mélanie, elle n'hésite pas une seule seconde. Son copain non plus d'ailleurs, parce qu'ils se disent que ce serait dommage de pas se revoir et surtout dans un autre cadre. Du coup, ils acceptent avec grand plaisir. Le jour du départ, Mélanie, elle nous raconte qu'elle ressent une sorte d'excitation, un peu comme si tu partais en voyage à quelque part. La route est assez longue, et plus ils avancent, plus le paysage change. Quand ils arrivent enfin, la maison qu'ils découvrent est assez grande, elle est un petit peu à l'écart. Elle est entourée de verdure à 360 degrés et il n'y a rien de bizarre. C'est d'ailleurs même une maison qui est chaleureuse, donc Mélanie, elle se sent tout de suite rassurée et elle se dit que l'endroit, il est parfait pour passer un week-end tranquille. Une fois qu'ils ont toqué et que le couple a ouvert la porte, à l'intérieur, les pièces, elles sont extrêmement spacieuses, elles sont bien décorées et surtout, il y a plein de photos partout au mur. C'est des photos assez classiques, c'est le couple qui sourit en vacances, à la plage, à la montagne, dans des bars, etc. Et il y a même des photos de ce couple avec d'autres gens. Très vite, lorsque la femme de l'autre couple voit que Mélanie, elle regarde ces photos, elle lui explique un petit peu leur histoire. Et elle dit que voilà, ce sont des souvenirs de gens rencontrés en voyage, des amitiés qui ont été peut-être un petit peu éphémères, mais qu'elles étaient extrêmement marquantes et évidemment, Mélanie, elle trouve ça beaucoup trop touchant. Elle se dit, même si ce couple ne parle plus aux autres gens qu'ils ont rencontrés, ils gardent quand même un souvenir chez eux, une photo d'eux et
ça montre que c'est des gens très gentils. Enfin bref, l'accueil se fait dans le plus grand des calmes, vraiment tout le monde est très heureux de se revoir. Et le premier soir, il se passe parfaitement bien. Ils cuisinent ensemble, ils prennent l'apéro ensemble et ils parlent de tout et de rien. Mélanie, elle se sent à l'aise, presque comme si elle était chez elle. Et elle nous décrit cette sensation comme si elle était en vacances. Elle ne ressent aucune tension, ni même de malaise parce que tout est simple. Bref, la soirée se passe bien et ils vont se coucher assez tard. Évidemment, ils sont fatigués mais ils sont très contents et Mélanie et son copain, ils s'endorment rapidement. Mais pendant la nuit, Mélanie nous explique qu'il y a quelque chose qui change. Elle nous raconte qu'à un moment, elle se réveille sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'elle a la sensation assez étrange d'avoir entendu un bruit. Au début, elle se dit qu'elle a rêvé et qu'elle est encore à moitié endormie, mais elle entend à nouveau un bruit, et cette fois-ci, c'est un choc assez sourd, et surtout un peu étouffé, donc ça ressemble à quelque chose qui heurte un mur. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se concentre, elle tend un petit peu l'oreille pour voir si ça va recommencer, mais là, le bruit cesse. Elle se tourne vers son copain qui lui dort encore et évidemment elle n'ose pas le réveiller pour ça, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle se recouche et elle se rendort. Le lendemain matin, elle n'en parle même pas tout de suite parce que elle se dit que la maison est grande, que peut-être elle a halluciné et qu'après tout dans une maison il y a des murs et que derrière ces murs il y a de la tuyauterie et que peut-être c'est l'eau qui passe dans les tuyaux, un rat ou je ne sais quoi. La journée se déroule normalement, ils sortent tous ensemble pour se balader. L'ambiance est très joyeuse, presque festive et Mélanie elle en oublie presque la nuit qu'elle vient de passer. Mais une fois rentrée à la maison pendant l'après-midi, alors qu'ils sont tous dans le salon, elle entend à nouveau un bruit. Mais cette fois-ci, contrairement à cette nuit, elle n'est pas seule parce que son copain l'a également entendu. Bon, ils échangent un regard sans rien dire, un peu comme si il y avait eu un bruit particulier. La conversation continue et ils font genre de rien. L'après-midi continue, ensuite il y a la soirée et finalement, ils vont se coucher. Pendant la nuit, à certains moments, les bruits semblent revenir. Sauf que ces bruits, ils apparaissent de temps en temps et pas de façon constante. Donc, voilà, de nouveau, ça les trouble pas trop. Parfois, un son un peu plus étouffé, comme si c'était un gémissement lointain. Et Mélanie, plus ces bruits se produisent, plus elle se sent mal à l'aise parce que elle n'arrive pas à dire de quoi il s'agit, mais elle et son copain arrivent quand même à trouver le sommeil. Le lendemain matin, alors que tout le monde est réveillé, un bruit déchire la maison. Cette fois, ce bruit n'est pas ambigu, on ne peut pas se poser mille et une questions, parce que c'est un cri. Il est relativement bref et étouffé, mais c'est clairement un cri humain, et là, en entendant ça, le couple se fige. Notre amie, elle regarde son copain, qui lui aussi a entendu ce cri, et ils se taisent pendant quelques secondes, comme s'ils attendaient une explication un peu immédiate de la part de leur pote, mais vous vous en doutez bien, personne ne dit rien. Bon, en l'absence de réponse, le malaise s'installe un petit peu, et Mélanie, elle comprend direct que ce week-end, il est particulier. Là, ce n'est plus un bruit bizarre d'une maison, c'est pas un rat qui passe dans le tuyau ou un meuble qu'on déplace, c'est sans doute un cri humain, ou du moins le cri de quelque chose, et on aimerait bien savoir d'où il provient. Mélanie et son copain, ils ne veulent pas non plus instaurer une ambiance trop bizarre, ils veulent pas paraître irrespectueux, donc ils font genre de rien. Parce qu'après tout, peut-être qu'une fenêtre est ouverte et que c'est un voisin qui vient de crier. Donc, ils font jusqu'à maintenant. Ils parlent, ils rigolent, ils continuent de cuisiner avec ce couple. Et justement, à un moment, Mélanie, elle leur pose la question, elle leur dit « Mais je suis pas folle, vous aussi vous avez entendu un cri ?» En posant cette question, elle essaye de rester cool, de faire genre qu'elle ne panique pas. Et une fois qu'elle l'a posée, le couple d'amis se regarde et ils se mettent à rire. Et c'est pas un petit rire en mode on est gêné, c'est un vrai rire comme si la question était débile. C'est vraiment en mode ils se tapent une barre. Après quelques secondes assez malaisantes, ils regardent Mélanie et ils lui disent mais tu sais, cette maison, elle est vieille, il y a des bruits bizarres, ça arrive souvent et c'est normal. Bon, ils minimisent clairement le truc, ils expliquent ça vite fait et surtout, ils passent extrêmement vite à autre chose. Mélanie, elle est un peu obligée de rigoler, mais elle, c'est nerveux parce qu'elle sent bien que quelque chose ne tourne pas rond, mais elle n'a pas vraiment envie d'y croire. Elle se dit simplement, c'est un bruit quelconque, je me fais pas de soucis, donc elle ne dit rien. La journée continue, sauf que les bruits continuent aussi, et c'est pas en permanence, mais c'est assez souvent pour que ça reste dans un coin de leur tête. Il y a à chaque fois un coup sourd, comme si quelque chose tapait contre un mur, et là, sérieusement, Mélanie, ça commence à l'inquiéter. Plus le temps passe, et plus elle observe le couple, leur manière de réagir, ou plutôt de ne pas réagir au bruit. Et eux, ils ont l'air parfaitement à l'aise. Évidemment, vous me direz, c'est chez eux, c'est leur maison. Mais à un moment, un cri se fait encore une fois entendre. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus fort et c'est vraiment un cri de détresse. Et le problème, c'est qu'au moment où ça se passe, ils sont dans le salon, assis sur le canapé. Donc, ils sont tous au même endroit, ils l'ont tous forcément entendu. Et donc, personne ne peut faire genre, qu'il ne s'est rien passé. Le copain de Mélanie, il était en train de parler, mais il s'arrête net. Le couple d'amis se tait quelques secondes, puis l'un d'eux sourit et dit très calmement qu'ils vont arrêter de faire semblant. Lorsqu'il dit ça, Mélanie, elle ne comprend pas tout de suite ce que ça veut dire. Elle se dit, ils vont nous faire une petite blague, ils vont essayer de nous faire peur. Et là, le couple explique que, en fait, depuis quelque temps, ils retiennent un homme dans la cave. Cet homme, ils l'ont rencontré en vacances, visiblement, et
apparemment il a beaucoup d'argent, et qu'il le garde en vie uniquement pour qu'il leur fasse des virements bancaires. Bon, Mélanie et son copain, ils se regardent un petit peu gênés, ils se disent « c'est une blague de merde, c'est une blague de mauvais goût, mais on va rigoler ». Ils se mettent donc à rire très nerveusement, sauf que le couple n'a pas l'air de faire une blague. Elle continue de rigoler nerveusement en disant « ah vous êtes bête, c'est pas drôle ». Et elle fixe à ce moment-là son copain comme si elle cherchait un peu une réaction qui approuverait le fait que c'est une blague. Mais malheureusement, c'est la seule à rire, parce qu'en face d'elle, il y a le couple d'amis qui, eux, ne rigolent pas une seule seconde. Bien au contraire, à partir de ce moment-là, leur visage, il change complètement, il n'y a plus un seul sourire, ni même une expression joyeuse. C'est simplement un regard très froid qui est posé sur Mélanie et son copain. Mélanie, elle ne capte toujours pas, elle continue de rire en disant « allez, c'est bon, dites-moi ce que c'est vraiment ce bruit ». Mais le couple répète que ce n'est pas une blague et ils disent ça sérieusement. Et à ce moment-là, Mélanie, elle commence vraiment à paniquer. Elle reste là quelques secondes sans parler, puis elle leur dit que ce n'est pas possible, que c'est n'importe quoi. Et là, lorsqu'elle dit ça, le couple lui dit « mais tu sais Mélanie, si tu veux, on peut te montrer ». Bon, elle hésite parce qu'elle a envie de dire non, de refuser et de partir très loin, mais en même temps, il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide qui s'installe. Enfin, pas morbide, mais plutôt malsaine. Du coup, elle se contente simplement de ne rien dire. Là, la femme du couple se lève, elle prend Mélanie par le bras et elle lui dit « viens, t'inquiète pas, je vais te montrer, il ne va rien se passer ». Là, dites-vous que Mélanie, elle pense son corps qu'il s'agit d'une blague et que tout ça va s'arrêter d'ici quelques secondes à peine. Du coup, elle suit la femme, ils arrivent à la porte de la cave et quand ils descendent les escaliers, très vite, cette idée de « c'est une petite blagounette », elle disparaît. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que devant eux, en bas, il y a un homme qui est attaché sur une chaise, en plein milieu d'une cave déjà où ça pue la merde, où c'est très sombre et il fait très froid. Le mec, il est extrêmement maigre, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Mais il est vivant, et en voyant Mélanie et son copain arriver avec l'autre couple, il lève les yeux vers eux et il les fixe comme s'ils étaient, entre guillemets, sa dernière chance. Et là, en voyant ça, Mélanie, elle ne peut plus nier les faits. Dans sa tête, elle veut logiquement remonter tout de suite, elle se retourne en étant prête à courir, mais son copain lui attrape le bras hyper fort. Il la regarde, il ne dit rien, mais elle comprend son regard. Et elle comprend très vite qu'il veut lui dire, écoute, si on essaie de partir, probablement que cet homme, il est mort, et que nous, on finit sur une chaise. Mélanie, à ce moment-là, elle sent les larmes qui commencent à monter aux yeux parce que elle peut pas rester calme face à une telle situation. Elle se tourne vers le couple, elle respire un grand coup pour essayer d'encaisser la nouvelle. Et là, l'homme du couple regarde Mélanie et son copain et leur dit, voilà, maintenant vous êtes au courant de ce qu'on fait, vous devez être solidaires avec nous. Et vous êtes même dans notre équipe, donc vous ne pouvez pas ne rien faire et juste regarder. Il faut participer. Vous l'aurez compris, le couple de cinglés demande en gros à Mélanie et son copain de faire du mal à l'homme. Et Mélanie, à ce moment-là, elle a une envie, c'est de disparaître à jamais. Parce que elle est venue pour passer un week-end avec son copain dans une maison assez sympa, avec des gens sympas, pas pour faire du mal à un homme. Malheureusement, elle voit très vite que s'ils ne font rien, c'est elle et son copain qui seront sur une chaise d'ici quelques minutes. Donc, sous la contrainte, elle s'approche de l'homme et elle lui fait un petit peu mal. Heureusement, c'est très soft, elle lui fait des pincements sur les cuisses et sur les bras. Et là, elle nous explique qu'il y a une connexion un petit peu indirecte qui se fait avec cet homme parce qu'en fait, elle pince très peu fort et l'homme, lui, il se met à hurler comme un fou. Donc, en gros, il joue la comédie comme s'il faisait genre, elle m'a vraiment fait mal. Comme ça, le couple, il se dit, elle est avec nous. Même si elle ne lui fait pas de mal, en fait, Mélanie, elle nous explique que ça la terrorise de se dire que cet homme va penser que Mélanie, c'est quelqu'un de mauvais, alors que pas du tout, c'est juste qu'elle est sous la contrainte et elle n'a pas le choix. Dans sa tête, Mélanie, elle pense qu'à une seule chose, c'est de trouver un moyen de partir de là, de remonter et de se barrer. Et ce, peu importe comment. Le seul but, c'est de partir le plus loin possible. À partir de ce moment précis, Mélanie, elle se comporte comme un vrai robot. Elle fait ce qu'on lui dit, elle parle quand on lui dit de parler. Mais ce qui est, entre guillemets, bien, c'est qu'elle et son copain, ils agissent comme le couple aimerait. Donc ça ne les met pas en colère, au contraire, ça va dans leur sens. Et ça fait en gros en sorte qu'ils ne finiront probablement pas sur une chaise. À un moment, l'homme du couple explique à Mélanie et son copain que ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des gens méchants, mais qu'au contraire, ils sont plutôt malins. Parce que visiblement, cette personne, elle gagne des millions, elle est très fortunée. Et eux, ils n'ont pas un salaire de ouf. Donc, selon eux, c'est plutôt logique de demander de l'argent à quelqu'un qui en a trop. Et vu qu'ils ne voulaient pas à la base, ils ont utilisé un petit peu les moyens forts. En entendant ça, Mélanie, elle se dit, mais dans quel monde de cinglés est-ce qu'on est tombé? Elle ne dit rien, elle hoche la tête, elle dit, ouais, je comprends tout à fait. Heureusement, son copain fait pareil, et le moindre regard qu'elle échange avec lui, le couple, il le voit. En gros, il les teste constamment pour voir s'ils sont vraiment de leur côté, et si c'est pas des gens qui vont sortir de la maison, puis appeler les flics. Et là, la femme du couple va dire un truc qui est assez particulier. Elle dit au couple d'amis, donc Mélanie et son copain, ok, si vraiment vous êtes avec nous, rapprochez-vous de cet homme, faites-lui du mal comme vous avez fait avant. Sauf que cette fois-ci, je vous filme avec mon téléphone. Comme ça, j'ai des preuves que vous aussi, vous avez fait du mal à cet homme
qu'il n'y a pas que nous. Donc même si vous allez nous balancer à la police, vous êtes complice. Mélanie s'avance, elle voit l'homme qui est devant elle, il est attaché, épuisé, impuissant, et il les regarde là, un peu comme s'il avait l'espoir que Mélanie le détache, mais elle, heureusement, comme je vous ai dit, elle ne lui fait pas mal, en fait elle fait genre de le pincer, et lui, il se met à hurler à la mort. Bon, après avoir fait tout ça, Mélanie et son copain, ils ont entre guillemets passé le test, ils ont bien répondu aux questions du couple. Donc leurs potes, donc l'homme et la femme, ils sont presque contents et ils proposent de remonter pour boire un coup et trinquer à leur amitié. Là, juste avant, l'homme du couple dit attendez, on lui a fait mal, mais quand même pas assez, il me faudrait juste un petit objet tranchant. Il cherche dans ses poches, malheureusement, il n'a rien, et il dit attendez, il faut juste qu'on trouve un objet. Et c'est là, mes amis, qu'il y a pour moi quelque chose qui se passe et qui va faire basculer la situation. C'est que Mélanie, elle dit attends, mais vous avez une cuisine, vous avez probablement des couteaux. Elle joue même le rôle de la personne à qui ça fait plaisir d'aller chercher un couteau. Du coup, elle leur dit attendez, restez là tranquille, pendant ce temps, moi je vais vite chercher un truc. Et on va bien s'amuser. Elle se dirige vers les escaliers, elle monte tranquillement, elle va dans la cuisine, et une fois qu'elle y est, elle ouvre un tiroir, elle prend un couteau assez rond, donc ça peut pas faire beaucoup de mal. Mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son téléphone et elle appelle les flics. Elle chuchote très vite, elle n'explique même pas, elle dit simplement envoyer des patrouilles à cette adresse. Et elle leur dit venez vite, c'est une question de vie ou de mort. L'équipe qui est au téléphone lui dit restez calme, on est en route, ne faites rien. Mélanie, elle raccroche, elle respire un grand coup, elle reprend le couteau dans sa main et elle retourne à la cave pour rejoindre les autres. Elle donne le couteau au mec et le gars lui dit mais tu te fous de ma gueule, ce couteau il ne coupe pas, c'est un couteau à beurre. Va vite en chercher un beaucoup plus pointu et reviens. Bon, Mélanie elle est contente parce qu'elle a réussi à gagner du temps. Elle remonte en direction de la cuisine. Là elle prend un couteau un petit peu plus aiguisé mais pas un truc non plus trop pointu. Elle redescend, elle le donne au mec et là le gars il lui dit Mélanie, merci, cette fois-ci c'est ton mari qui va faire quelque chose. Bon, le mari de Mélanie, je vous apprends rien, mais il n'est pas très chaud quant à cette idée. Il s'avance vers le gars et lui dit je suis désolé, et il lui fait une petite entaille sur la main, parce que il n'a pas le choix. Le mec, à nouveau, il hurle pour tout le quartier, et à ce moment-là, le couple dit parfait, on peut remonter pour trinquer à notre amitié. Ils remontent tous les quatre et ils referment la porte, juste derrière eux. Mélanie, elle essaye de taper un petit peu le bras de son mari pour lui dire j'ai prévenu la police, mais lui, il ne comprend pas vu qu'elle ne parle pas. Ils prennent un verre tous les quatre et elle nous raconte que le moment dure une vingtaine de minutes. Dans sa tête, Mélanie, elle est en mode mais putain, que font les flics? Je les ai appelés il y a 20 minutes. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Je leur ai dit que c'était très urgent, que c'était même une question de vie ou de mort. Et on est toujours là à boire un verre avec 2 cinglés devant nous. Comment c'est possible? Une fois qu'ils ont terminé, la femme du couple dit écoutez, je vous propose qu'on aille se coucher et comme ça, demain, vous pourrez rentrer tranquille. Bon, Mélanie, elle ne sait pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ils montent dans leur chambre et une fois à l'intérieur, elle et son copain se parlent à voix basse et c'est à ce moment-là qu'ils voient des lumières rouges et bleues par la fenêtre. En bas, quelqu'un est en train de presque défoncer la porte tellement il tape fort. Les propriétaires de la maison, donc les amis de Mélanie et son mari, ils descendent pour voir qui c'est et là, tout va extrêmement vite. 2 policiers se jettent sur eux, il y en a 3 autres qui descendent à la cave et Mélanie et son copain sont dans leur chambre, ils entendent absolument tout et ils n'osent même pas sortir tellement ils flippent. Au bout d'un moment, ils finissent quand même par descendre et ils finissent par découvrir le couple qui est menotté. Ils les fusillent tellement du regard que Mélanie, elle comprend que si les menottes cassent et que les policiers s'en vont, ils sont finis, ils sont morts, c'est eux qui seront sur une chaise, donc on espère que les menottes, elles sont résistantes. Très vite, il y a toute une équipe de soins, une ambulance qui arrive pour prendre en charge ce pauvre homme qui est à la cave. Depuis quand ? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il est dans un très mauvais état. Et Mélanie, elle tremble tellement qu'elle a 2 doigts de perdre connaissance, parce que imaginez-vous un petit peu la situation. Un policier s'approche d'elle, il lui demande doucement si elle va bien, si elle a besoin de soins. Elle répond que la priorité, c'est l'homme. Elle va plutôt bien, elle a juste un petit peu l'impression de s'évanouir, mais que ça va aller. Là, le couple qui est menotté par terre hurle à la police que Mélanie et son mari, c'est des complices, qu'ils ont des preuves vidéo sur leur téléphone, qu'ils ont aussi fait du mal à cet homme. Et là, le mari de la police dit « Ta gueule, monsieur les policiers, on n'a jamais rien fait. » Enfin, oui, on a malheureusement dû le pincer un petit peu parce que on nous y obligeait, mais on était sous la contrainte. C'est jamais nous qui avons donné l'idée de lui faire du mal ou quoi que ce soit. Évidemment, le couple a été emmené au commissariat et par la suite, ils ont été inculpés. Et très bonne nouvelle, c'est que l'homme qui était dans la cave, après quelques semaines, il a pu retrouver un état normal. Il a pu être soigné de toutes ses blessures et surtout de toutes les carences qu'il avait, etc. Et finalement, il a pu reprendre le cours de sa vie. Un truc que je trouve extrêmement triste dans cette histoire, pour autant qu'elle soit vraie, parce que je vous avoue qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est que personne ne s'est inquiété pour cet homme parce qu'en fait, il vivait absolument tout seul. Il est entrepreneur, indépendant, donc il travaille tout seul. Il vit tout seul, sa famille, il ne la voit presque pas. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a même pas d'animal de compagnie, donc il est seul chez lui constamment. Et du coup, malgré le fait qu'il ait disparu pendant des semaines, des mois, on ne sait pas exactement combien de temps, eh bien, personne n'a donné l'alerte, ni même s'est inquiété. Ça, mes amis, je trouve extrêmement triste parce que,
moi je pars du principe que l'humain, oui on peut vivre seul, mais on n'est pas fait pour vivre seul à 100%. On a besoin d'échanger, d'avoir des interactions, de pouvoir partager des choses. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui en fait, il y a des gens qui souffrent de ça tous les jours. Et d'ailleurs, on les voit de temps en temps dans les journaux, des personnes âgées dont la vie se termine chez elles toutes seules, sans personne. Et au final, on découvrira leur corps 2-3 semaines après, ça veut dire que pendant 2-3 semaines, personne n'a appelé la police en mode on n'a pas de nouvelles de cette personne, est-ce que vous pouvez aller vérifier? Donc pour moi, mes amis, la solitude de l'humain, c'est un truc extrêmement grave, c'est quelque chose de... Enfin, pas grave, mais c'est quelque chose d'extrêmement triste. Donc si vous voyez une personne qui souffre un petit peu de sa solitude, qui... Voilà, est peut-être un petit peu réservée, qu'elle a des problèmes, s'il vous plaît, ne vous moquez pas d'elle, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu monnaie courante. Tendez-lui la main, faites-lui comprendre que vous êtes là, que vous pouvez vous amuser avec, que vous pouvez rigoler, vous partager des choses. Parce que vraiment, moi je suis convaincu que la vie seule, c'est cool, mais la vie à plusieurs, c'est encore mieux. Après vous me direz, encore faut-il que les personnes avec qui on la partage soient des bonnes personnes, bien intentionnées. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, j'espère que cette première histoire vous a plu. La véracité de celle-ci, j'en doute un petit peu parce que c'est un peu tiré par les cheveux, mais comme je vous ai dit, les histoires, j'ai de la peine à trouver des histoires entre guillemets crédibles. Après, ça reste des histoires d'horreur, c'est le thème de la chaîne, donc je me dis, ça va très bien. Reprenez une petite boisson, remettez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, sur votre siège, ou je ne sais où, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Loïc. Loïc a 24 ans et il nous raconte qu'au moment où se passe son histoire, il est en alternance dans une école de commerce. Il est entouré de ses 4 potes depuis des années parce qu'ils ont grandi ensemble et ils se connaissent par cœur. Et à l'occasion de ses 24 ans, ils veulent marquer le coup. Ils ne veulent pas simplement faire un restaurant ou une soirée entre guillemets banale. Ils veulent vraiment faire un truc dont ils se souviendront longtemps, peut-être même toute leur vie. Donc l'idée de faire un escape game arrive assez vite dans la discussion. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas d'un escape game entre guillemets classique avec quelques cadenas, quelques énigmes assez chiantes à faire. Non, eux, ils veulent vraiment un truc orienté vers l'horreur, très immersif, très extrême. Et évidemment, Loïc, il est à fond tout de suite. Il dit à ses potes que quitte à payer pour ça, autant flipper pour de vrai. Donc ils se mettent à chercher et ils trouvent un établissement qui propose une version très hardcore, avec des acteurs terrifiants, du contact physique et des situations un peu limites. En lisant la description de l'établissement, ils rigolent, ils se chauffent et ils se disent que ça risque d'être énorme. Sans trop réfléchir, la petite équipe réserve l'activité. Le jour J arrive, les garçons se retrouvent devant le bâtiment en fin d'après-midi et Loïc nous dit que de l'extérieur, ça ne ressemble à rien de spécial. Bon, depuis l'extérieur, ça a pas l'air d'être quelque chose de grandiose, c'est un local plutôt normal, un petit peu sombre. Et à l'intérieur, l'accueil, il est presque trop calme pour un samedi soir. Le patron les accueille et leur fait signer des papiers. Il leur rappelle que c'est une expérience intense, que si jamais ça va trop loin pour eux et qu'ils veulent arrêter, il y a un mot de sécurité à dire. Et Loïc, il nous avoue qu'il écoute à moitié parce que dans sa tête, il se dit ce genre de choses, c'est pour se couvrir légalement si jamais il y a quelqu'un qui se blesse. Donc autant vous dire que lui et son équipe, ils ne trouvent même pas de mots pour dire que ça va trop loin. Ils se contentent simplement de dire au patron, oui, on en a un, on vous le dira. À ce moment-là, Loïc, il est surexcité parce qu'il a ce mélange d'adrénaline et surtout d'impatience. Et la partie briefing, elle est assez rapide. On leur explique qu'ils vont entrer dans une sorte de prison fictive, qu'à un moment, on va les séparer pour pouvoir les malmener, les insulter. Et là, évidemment, les amis, ils se disent, mais c'est incroyable. Dès le début de la partie, les acteurs entrent déjà dans le rôle, ils parlent mal, ils les insultent, il les pousse légèrement. Et Loïc, il adore. Dès les premières minutes, il se marre comme un petit fou. Il les provoque même un peu pour faire le beau gosse devant ses potes et il joue le jeu à fond. Et il nous décrit même l'endroit dans lequel se passe la partie. Apparemment, les décors sont hyper crédibles, les couloirs sont très étroits, les pièces sont sales. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crie, ça résonne dans absolument tout le bâtiment. L'ambiance est hyper glauque, il fait froid et pour couronner le tout, les acteurs jouent très bien leur jeu. Ils tirent Loïc par les bras, ils le collent contre un mur, ils lui crient dessus et il nous explique que ça lui fout quand même les boules, mais c'est une peur qui est contrôlée parce qu'ils savent que ils sont en sécurité et que après tout c'est du divertissement, c'est une activité pour prendre du bon temps, pour se marrer avec ses potes, pas pour être blessé ou même être tué. Pendant la partie, les garçons avancent dans les salles, ils résolvent 2-3 trucs, mais surtout ils subissent parce que c'est vraiment hard. À plusieurs reprises, Loïc, il se fait même bousculer, plaquer contre une table, on lui murmure des menaces à l'oreille. Et il rigole un peu nerveusement, mais il est content, il se dit qu'ils ont bien fait de prendre la version extrême, parce que s'il n'y avait pas tout ça, peut-être qu'il se serait ennuyé. Et Loïc, ce n'est pas le seul à être dans cet état parce que ses potes, c'est exactement pareil. Ils sont tout excités, ils sont tendus, mais ils sont pas inquiets. Et parfois, ça arrive même qu'ils échangent un regard en mode « Putain, là on est vraiment en train de vivre un truc de fou ». À un moment, le jeu fait que le groupe d'amis doit se séparer. Ils sont positionnés chacun dans une petite pièce différente et les portes se referment. Et du coup, notre ami Loïc, il se retrouve seul dans un couloir un petit peu sombre, guidé par une voix très agressive. Et cette voix, elle le pousse à avancer.
donc forcément ça fait partie du jeu, donc il obéit. Il entre dans une pièce, il en ressort, il se fait attraper, puis relâché, mais toujours avec cette impression que tout est parfaitement calculé. Tellement il s'amuse, il nous raconte qu'il perd la notion du temps, donc il sait pas s'il y a eu 10 minutes ou 1 heure de jeu. Puis à un moment il se fait pousser dans une nouvelle pièce, et cette fois-ci, l'ambiance, elle change radicalement. Là, la lumière est très blanche, elle est très agressive, comme dans un hôpital. En fait, vu qu'il passe de l'obscurité à la lumière intense, ça lui pique presque les yeux. Et un détail, c'est que dans cette pièce, ça sent énormément le désinfectant, genre l'alcool et l'eau de javel, c'est un mélange de trucs assez bizarres, et ce mélange d'odeurs, ça le prend vite à la gorge. Au centre de la pièce, il nous explique qu'il y a une table métallique avec des traces assez sombres qu'il n'arrive pas trop à identifier. Et il y a un acteur qui est là, en train de l'attendre. Il ne parle pas, il se contente simplement de fermer la porte qui est derrière Loïc, et il le regarde fixement. Puis, à un moment, très lentement, il enfile des gants en latex, et Loïc, en voyant ça, il rigole nerveusement. Il dit que c'est bien joué, que l'ambiance est absolument ouf, et l'acteur s'approche de lui sans répondre. Il attrape le bras de Loïc, il le plaque fermement contre la table. Ensuite, il sort un instrument métallique d'un plateau, genre un truc hyper long et hyper fin qui ressemble un peu à un scalpel, et il l'approche de la peau de Loïc sans le toucher. Bon, à un moment, notre ami il se rend compte que l'acteur approche sa lame trop près de lui, donc il commence à flipper un peu. En plus de ça, le mec serre son bras très fort, et là, en rigolant, Loïc lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'acteur, en entendant ça, il se penche vers lui, et il lui murmure calmement « Je vérifie simplement jusqu'où t'es prêt à aller pour t'amuser. » Loïc a la sensation que cette pièce, elle a pas l'air d'être conçue pour jouer, et pour la première fois depuis le début de la partie, il a vraiment envie que ça s'arrête. Il essaye de dire à l'acteur « Stop, c'est bon, j'ai plus envie de jouer ». Mais l'homme lui dit que comme il n'a pas choisi de mode sécurité pour arrêter la partie, ça ne s'arrêtera pas. Au moment où il lui dit ça, il lui fait une petite entaille dans le bras et il se barre en courant. Évidemment, Loïc se met à saigner, il sait que les acteurs ont le droit de le toucher, mais de là à le couper, j'en suis pas certain. Et je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est un petit peu abusé. À un moment, il y a une porte qui s'ouvre, donc Loïc, il va à l'intérieur parce que c'est la suite logique du jeu. Et à l'intérieur de la nouvelle pièce, l'éclairage est très faible mais suffisant pour distinguer le centre de la pièce. Et là, il s'arrête net parce qu'il voit l'un de ses potes qui est attaché à une chaise. Il a les bras maintenus derrière le dossier, la tête penchée légèrement sur le côté, et il est couvert d'un liquide rouge sur le torse, sur les bras et même un petit peu sur le visage. Est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est du sirop grenadine? On n'en a aucune idée, mais autant vous dire que la scène, elle est un petit peu choquante. Loïc, il n'a pas peur, il éclate presque de rire, mais il nous explique que c'est nerveux. Il applaudit même une seconde parce qu'il trouve ça hyper bien fait, que c'est très réaliste. Et la mise en scène, elle est juste parfaite. Carrément, il appelle ses autres potes en criant pour qu'ils viennent voir ça, parce que vraiment, c'est un spectacle digne de ce nom. Les autres arrivent un par un et ils réagissent pareil, ils rigolent, ils balancent des vannes. Ils disent que l'acteur joue bien son rôle, et le pote, sur la chaise, à un moment, il se met à bouger. Il a l'air un petit peu sonné, mais on ne sait pas s'il fait exprès. Et là, il demande à ses amis de le détacher. Loïc lui dit d'arrêter de les faire flipper pour rien, qu'il sait très bien qu'il peut se détacher tout seul. Et il lui dit même, écoute, fais-nous pas peur, c'est bon, t'as gagné ton Oscar de meilleur acteur. Mais ça y est. Voyant que son pote ne réagit pas vraiment, Loïc s'approche de lui gentiment. Et c'est là qu'il se rend compte que le sang qu'il y a sur son torse est épais, collant, et au début il pense à un sirop mélangé à une sorte de glu, sauf que son pote, il lui dit que ça lui fait très mal. Il ajoute même qu'il n'en peut plus et qu'ils doivent sortir de là très rapidement. Loïc est un petit peu sonné, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il est encore persuadé que tout ça fait partie du scénario. Ses potes hésitent quand même un petit peu, puis ils regardent encore. Ils regardent autour d'eux en attendant que quelqu'un surgisse pour continuer le jeu. Mais le problème, c'est qu'absolument rien ne se passe. La pièce est étrangement calme. En plus de ça, le pote qui est attaché les fixe avec un regard vraiment bizarre. Et surtout, très vide, mais encore une fois, Loïc, il met ça sur le compte de la performance et de l'acting. À un moment, il pose sa main sur l'épaule de son pote et il lui dit que c'est bon, qu'il a compris, qu'il peut se lever et se détacher. Et à ce moment-là, leur pote le hurle de le détacher et leur dit que ce n'est pas un jeu, que c'est bel et bien réel, qu'il faut sortir de là très vite avant qu'il ne les tue. Au moment où Loïc et ses autres potes se regardent en mode peut-être qu'il faudrait qu'on agisse, eh bien, toutes les lumières s'éteignent d'un coup. La pièce se retrouve plongée dans le noir total et l'ensemble du groupe ne sait pas quoi dire. Généralement, dans les escape games ou dans ce genre d'activité, lorsqu'il y a tout qui s'éteint d'un coup, soit c'est une panne, soit il y a une voix qui va annoncer la suite du jeu. Et là, le seul truc qu'on entend, c'est des petits rires nerveux qui proviennent de Loïc et de ses potes. Notre ami, il tend l'oreille en attendant un cri, une porte qui claque, une lumière qui s'allume ou je ne sais quoi. Mais il ne se passe rien du tout. À un moment, le pote qui est attaché à la chaise, il recommence à parler. Sa voix tremble, mais pas genre comme un acteur qui joue. Et Loïc,
il n'en est pas encore conscient. Il demande à nouveau qu'on le détache, que ce n'est pas un jeu, et surtout qu'il souffre le martyre. Loïc lui dit « Ok, calme-toi, c'est qu'un jeu, je vais venir te détacher, mais vu qu'il fait nuit noire, il faut que je me repère. » Du coup, il avance avec les bras devant lui dans la nuit pour pas se prendre un poteau. Arrivé à la chaise, il cherche les liens derrière pour pouvoir détacher son pote. Mais à un moment, ses doigts touchent quelque chose avec une texture extrêmement bizarre. Bon, il grimace un peu, mais il continue. Et quand il défait enfin un lien, le pote se met à hurler. Loïc s'arrête net, il pose sa main sur son bras, et là il sent une coupure, mais pas une sorte d'égratignure ou même une petite griffure, c'est une vraie plaie ouverte. Il retire sa main d'un coup, son cœur bat à 1000 à l'heure, il tâte encore plus doucement, et il sent clairement que la peau est entaillée profondément, et ce pour de vrai, à plusieurs endroits. À ce moment précis, le doute s'installe pour de bon dans son esprit et les autres commencent à comprendre. Là, plus personne ne rigole, le pote répète que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas du fake, que les acteurs de cet établissement sont complètement tarés et qu'ils lui ont fait du mal pour de vrai. Donc tous les membres du groupe détachent le mec de la chaise et les cordes tombent par terre. Le gars, il trempe tellement, il a tellement mal qu'il arrive à peine à se lever et maintenant, tout le monde sait que ça, c'est réel, que ce n'est plus un jeu et que ça n'a plus rien à voir avec un escape game, peu importe s'il est extrême ou pas. Loïc, il essaye de réfléchir et de reprendre le contrôle de la situation, donc il dit à ses potes qu'il faut sortir de là tout de suite. Ils se mettent donc à chercher une porte, au moins une sortie de secours ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est que comme je vous ai dit, il fait nuit noire, il n'y a absolument aucune lumière. Tout à coup, des mains surgissent de nulle part, quelque chose frappe Loïc dans le dos, lui il tombe presque à genoux et quelqu'un lui attrape la tête et lui murmure à l'oreille que ce soir, il ne rentrera pas à la maison. Pendant près de 30 secondes, c'est le chaos total, les mecs se prennent des coups de batte, des coups de trucs qui ressemblent à des cutters, et à un moment, Loïc il sent une douleur très violente dans les côtes et il entend un de ses potes qui crie juste à côté de lui. Il se fait plaquer au sol, des rires résonnent dans le noir, il y a des voix qui chuchotent des horreurs à quelques centimètres de leur visage, et ils ne comprennent juste plus rien à ce qui est en train de se passer. Quand la lumière revient subitement, Loïc est au sol, complètement sonné, les garçons se relèvent comme ils peuvent, et Loïc, il hurle qu'il faut sortir de là tout de suite. Ils essayent d'aller jusqu'à la porte finale, celle qu'on leur a montrée au briefing. Ils tirent dessus de toute leur force, mais rien ne se passe. Donc ils recommencent, ils frappent, ils crient, ils tirent, mais elle ne s'ouvre pas. À un moment, ils crient tous qu'ils veulent arrêter le jeu, que ça y est, ils ont bien rigolé, mais malheureusement, personne ne leur répond. La panique, évidemment, monte d'un cran, leur pote est blessé. À un moment, tous les acteurs se pointent devant le groupe, ils ont un sourire très glauque, et surtout le truc c'est qu'ils tiennent des objets qu'on ne confond plus avec des objets en plastique pour un décor. C'est une vraie batte, un vrai couteau, un vrai truc métallique, et le regard il est extrêmement flippant. Loïc il recule d'un pas un peu comme par réflexe et il comprend très vite que en fait ils ne sont pas dans un escape game, ils sont pas en train de s'amuser, ils sont enfermés avec des malades qui n'ont absolument aucune limite. À un moment, un des acteurs avance lentement vers le groupe, il dit que la sortie est fermée et qu'ils ont encore un petit peu de temps pour s'amuser tous ensemble. Loïc, il regarde vite autour de lui pour trouver un échappatoire et il voit une sorte de cloison, comme un mur qui est là pour le décor, mais qui a l'air extrêmement fragile. Sans réfléchir, il se jette comme un malade dessus, le bois cède et il crie aux autres de faire la même chose, c'est ce qu'ils font. Et les acteurs, ils se mettent à leur courir après. Là, les garçons arrivent dans un couloir qui est très étroit, derrière eux, il y a les mecs qui sont en train de les courser et ils tapent contre les murs avec leurs battes comme s'ils étaient en train d'indiquer que ça va mal se passer. Loïc, il court comme il peut, il sent une douleur très désagréable dans ses côtes, mais Loïc il s'en fout, il continue de courir, il entend son pote qui est blessé gémir de douleur, et il se retourne quelques secondes pour l'attraper par le bras pour l'aider à avancer, et le truc c'est qu'ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Du coup ils prennent des virages un peu au hasard, ils ouvrent des portes techniques, ils tombent sur des impasses, et puis à un moment ils n'ont plus vraiment le choix, il faut qu'ils repartent dans le sens inverse, sauf qu'à tout moment ils peuvent croiser le groupe d'acteurs complètement cinglés. À chaque fois qu'ils entendent un bruit trop proche d'eux, ils changent de direction, et au bout d'un moment ils finissent par voir une lumière blanche au bout d'un couloir. En réalité il s'agit d'une fenêtre qui est entrouverte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils courent dans sa direction, ils l'ouvrent et ils sortent à l'extérieur. Là, dites-vous qu'ils sont à l'extérieur du bâtiment, mal en point, complètement sonnés, complètement déboussolés, et pendant quelques secondes, il n'y a plus un bruit parce que tout le monde essaye de reprendre sa respiration. Et à un moment, il y a un gars qui sort en courant du bâtiment et il s'arrête net devant eux. En voyant leurs blessures, il est complètement choqué. Et ce gars, en réalité, c'est le patron de l'établissement. Il demande aux garçons s'ils vont bien et il demande s'il faut appeler des secours ou quoi que ce soit. Et il n'arrête pas de répéter une phrase en boucle, c'est comment c'est possible? Le patron commence à les supplier de ne pas appeler la police, il leur dit qu'il va tout arranger, et il leur dit, bah voilà les gars, si vous appelez la police, mon entreprise, elle fait faillite. Loïc le regarde sans vraiment l'écouter, ils disent ok, parce qu'ils savent pas trop quoi dire d'autre. Et le patron les emmène dans son bureau, il a une trousse de soins pour pouvoir nettoyer les plaies. Et autant vous dire que le patron, il tremble autant que ceux qui sont blessés. Dans le groupe, tout le monde est plutôt d'accord,
sauf un mec qui pour moi est très sensé. Il s'éloigne un petit peu comme pour prendre l'air, sauf qu'en réalité il prend son téléphone, il appelle la police et vous allez me dire, il a extrêmement bien fait. Quelques minutes plus tard, des officiers arrivent sur place, les agents entrent dans le bâtiment et quand ils reviennent pour parler aux garçons, ils leur disent qu'ils ont constaté que les caméras ont été coupées. Le patron, lui, il explique encore et encore qu'il n'a rien à voir avec tout ça et que ce sont ses employés qui ont probablement pété un plomb. Loïc raconte ce qu'il peut à la police, c'est-à-dire les coups, les lumières qui s'éteignent, les menaces. Il explique en gros que le jeu est allé beaucoup trop loin et que clairement, ces mecs n'étaient pas là du tout pour jouer. Plus tard, après des heures d'interrogatoire et une longue enquête, les garçons apprennent enfin ce qui s'est réellement passé. Et visiblement, les acteurs avaient été virés le matin même pour comportements très violents, débordements, etc. Le patron les avait quand même gardés pour la session du soir, le temps qu'ils fassent la rotation avec les nouvelles équipes, mais visiblement, ils en ont profité pour pouvoir se venger. À la base, son établissement était déjà au bord de la faillite, aujourd'hui autant vous dire qu'il est fermé. Et le truc, c'est que vu que le patron, lui, il devait s'occuper de faire la rotation avec les nouvelles équipes, il n'a pas été le chef du jeu comme c'est d'habitude le cas, parce que normalement lui il a une salle avec des caméras de surveillance pour voir que tout se passe bien, et surtout pour pouvoir diriger les gens qui jouent. Là malheureusement ça n'a pas été le cas parce qu'il avait d'autres choses à faire, sauf que si les caméras étaient allumées et qu'il était derrière le poste, eh bien il aurait tout vu et tout ça ne se serait jamais passé. Évidemment Loïc et ses potes ont été profondément marqués par cette expérience parce que, vous vous en doutez bien, quand vous allez dans un escape game, vous vous attendez à ressortir avec vos deux bras, vos deux jambes, toutes vos parties du corps, et normalement en vie. Malheureusement, on ne connaît pas les condamnations des acteurs, ni même du patron, parce qu'il est responsable, et vous me direz peut-être que c'est mieux ainsi. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça suit un petit peu ce que je disais dans les derniers épisodes, c'est que les histoires aujourd'hui, elles sont un petit peu plus... comment dire, tirées par les cheveux, où on dirait qu'elles sortent tout droit d'un film d'horreur. Est-ce qu'elles sont véridiques ou pas ? Je vous avoue, j'ai un petit peu des doutes. En tout cas, c'est des histoires d'horreur, donc je vous les raconte sur la chaîne. Je vous rappelle, l'idée de mes vidéos, c'est de passer un bon moment pendant 30 minutes, de se détendre, de passer du bon temps et juste d'oublier un peu les problèmes du quotidien. Que les histoires soient vraies ou fausses, finalement, ça n'a que peu d'impact. Et j'ai envie de dire, ça reste des histoires d'horreur. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront plu. Prochainement, il y a un épisode sur les histoires d'abonnés, donc vos histoires. N'hésitez pas, si vous avez vécu une situation d'horreur, à m'écrire un mail à l'adresse qui s'affiche dans la description. Je ne peux malheureusement pas tout sélectionner, par contre, je vais essayer de faire le plus d'épisodes possible, histoire de donner la parole au plus de personnes possible. Et ça changera un petit peu des histoires que je raconte d'habitude. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-moi sur Instagram. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.